Action à présent, action européenne en général, action française et nordique en particulier avec Bertrand Puif qui est à mes côtés, gérant action chez Fidelity. Bonjour et bienvenue Bertrand. Bonjour. Vous gérez un fonds action française, un fonds action nordique chez Fidelity. Un mot peut-être du contexte européen, et c'est vrai qu'on voit là depuis 3 séances, et la séance du jour est assez spectaculaire de ce point de vue-là, avec un rebond très vif des actions européennes qu'il faut peut-être mettre en regard des niveaux de valorisation qu'on a pu atteindre à la fin du 3e trimestre, c'est-à-dire il y a quelques jours à peine, Bertrand. Oui, tout à fait. On avait atteint sur le marché européen 10 fois les profits. Et donc, 10 fois les profits, c'est sur quoi on traitait en termes de multiples lors de l'éclatement de la bulle Internet en 2000-2001. Donc, c'est pour... Voilà. Alors, effectivement, quand on est très négatif, on dit que ce n'est pas les 8 fois sur lesquelles on traitait en 2008-2009. Mais je rappelle que 2008-2009 était vraiment une crise financière. Donc, alors bon, après on verra ce qui se passe sur Crédit Suisse. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, nous sommes dans une récession beaucoup plus classique. Donc, on avait atteint quand même des niveaux relativement attractifs, ce qui n'était pas le cas aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, on a 17 fois. Et ces 17 fois se comparent avec un niveau pour eux qui était aux alentours de 14 fois. En 2000-2001. Ouais. Donc, aux États-Unis, le travail n'a pas encore été fait. En Europe, évidemment, il y a eu, en plus de la correction des marchés, une prime géopolitique qui s'est greffée et qui a fait qu'on est allé chercher ces valorisations-là. Donc aujourd'hui, on a effectivement un rebond qu'on peut qualifier de technique, puisqu'il n'y a pas d'éléments fondamentaux aujourd'hui autres que la valorisation qui puisse les justifier. Après, c'est vrai que, encore une fois, un multiple, c'est aussi quelque chose qui est lié au profit que l'on attend. Oui. Et donc, la question, c'est celle du E. Effectivement, de combien les profits vont être révisés à la baisse. Ouais. Il y a évidemment déjà dans les attentes de marché des révisions à la baisse. La question, c'est est-ce qu'elles sont suffisantes, notamment pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, quand on regarde le consensus de marché, ce n'est pas une blague, attend plus 1%. Bon. Nous, chez Fidelity, on est à moins 6. Vous voyez, et encore, on trouve qu'on n'est peut-être pas assez dur. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir des révisions et que ce 10 fois peut-être est un 11 fois ou un 12 fois. Mais ça reste, encore une fois, dans des zones d'achat. Et on est plus dans cette question de se dire qu'est-ce qui va être les catalystes. Clairement pas les révisions à la baisse des profits, donc il faut attendre un petit peu en tout cas, que cette vague commence et que le marché anticipe cela et se dise anticipe la sortie de cette vague de révision. Mais il y a une fenêtre qui est en train de s'ouvrir pour les actions européennes qui sont détestées. On n'a jamais vu les actions autant être sous-détenues des actions européennes dans les portefeuilles des investisseurs internationaux. Ils ont même plus d'actions chinoises qu'européennes. On est dans quelque chose qui est quand même assez incroyable. Ben oui, mais bon, qui doit nous alerter, effectivement, dans une certaine mesure. Sur les résultats, qu'est-ce que vous dites, Bertrand? Parce que ça rejoint un peu l'idée qu'il n'y a pas de capitulation sur ces marchés actions. C'est-à-dire qu'il y a quand même des effets inertiels, des effets d'inertie très forts, avec des politiques datant du Covid qui produisent encore un certain nombre d'effets, voire de perturbations, si on prend la politique sanitaire chinoise, etc., etc., qui font que les résultats, jusqu'à présent, les résultats des entreprises ont bénéficié du meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'il y avait l'effet nominal, l'inflation qui est bonne pour les chiffres d'affaires, on passe les hausses de prix sans trop de problèmes. En plus, les États continuent de soutenir la demande dans une certaine mesure, beaucoup en Europe, beaucoup moins aux États-Unis, mais il y a encore toute cette épargne Covid qui est encore en partie présente. Et puis, dans les coûts, finalement, une bonne gestion, une capacité d'adaptation qui fait que les marges fin deuxième trimestre sont encore sur des plus hauts historiques, Bertrand. C'est vrai que quand on parle aux chefs d'entreprise, ils n'ont jamais été dans une situation aussi compliquée. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont, comme vous l'avez souligné, pour beaucoup, des carnets de commandes qui sont encore remplis, qu'ils n'ont pas pu malheureusement donc délivrer à cause des pénuries qu'on connaît tous, des composants et autres, qui sont en train de commencer à délivrer. Ils ont à peu près une visibilité au moins jusqu'à la fin de l'année. Par contre, après, effectivement, si c'est la grande récession qu'on nous annonce, alors là, il va falloir au contraire même réduire les capacités. Voire, encore plus compliqué, d'ici à la fin de l'année, alors même qu'on a ce carnet de commandes dont je viens de parler, si on n'a pas d'électricité et pas de gaz pour produire, comment on fait? Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a, alors que dans une récession, si vous voulez, les chefs d'entreprise, ils sont noirs, aujourd'hui, c'est très compliqué. Ils ne peuvent pas être noirs à court terme parce qu'ils ont encore pas mal d'activités, qui est effectivement l'héritage de ces plans de relance, et des bottlenecks qu'on a vus, des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. Et en même temps, il y a cette perspective de récession. Les indicateurs, évidemment, de confiance n'ont jamais été aussi bas. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'ils regardent.
Et c'est très compliqué aujourd'hui de prévoir sa production pour un industriel en Europe. Mais ça veut dire qu'il faut prendre en compte ces inerties, et les résultats du troisième trimestre ne sont pas ceux pour lesquels on attend, comment dire, un vrai reality check. Alors voilà, boursièrement, nous on n'attend pas un effondrement des profits au troisième trimestre. On n'attend pas non plus que les sociétés donc soient significativement en dessous des attentes. Mais on s'attend à ce qu'il y ait évidemment donc des perspectives pour le quatrième trimestre, voire des pré-perspectives entre guillemets pour l'année 2023, qui soient forcément plus pessimistes. On ne voit pas un chef d'entreprise dans l'environnement actuel donner une perspective très optimiste sur le quatrième trimestre, même si encore une fois potentiellement c'est dans son carnet de commandes, mais est-ce qu'il va pouvoir les produire? Est-ce qu'il aura l'énergie? Est-ce qu'il aura le gaz pour le faire? Et puis l'année prochaine, évidemment... Est-ce que la demande sera toujours là? Est-ce que la demande sera toujours là? Voilà. Dans les marchés, alors qui sont vos spécialités, Bertrand, le marché action française, le marché action nordique, qu'est-ce qui caractérise ces deux marchés là au sein de l'Europe aujourd'hui? Alors on a un marché nordique dans lequel vous avez évidemment une surpondération de l'énergie et des matières premières qui représente à peu près 20% des indices. Donc c'est assez significatif. Je rappelle que par exemple aux États-Unis, l'énergie représente moins de 4% du S&P 500. Et en France, on a grosso modo, en dehors de Total, qui est vraiment une grosse société, mais qui représente 5% des indices, on a quelques petites sociétés de services, mais au final, on a également une pondération qui est nettement en deçà de celle qu'on retrouve dans les Nordiques, ce qui est logique, puisqu'on a la Norvège, un des 4 pays nordiques, qui est évidemment très pondéré sur ce segment-là. Donc les matières premières, l'énergie. On a également un segment bancaire qui est important, qui représente 20% des indices. Donc quand on prend l'énergie, les banques, vous avez 40% des indices. Donc vous voyez où je veux en venir. On a un marché qui est quand même très value en soi. Vous avez derrière des industriels qui font 20 à 25% des indices, beaucoup de Suédoises, qui, elles, ont une sensibilité notamment à l'Asie et à la Chine. Et donc c'est vrai que beaucoup de sociétés, on peut prendre l'exemple un peu emblématique de Kone dans les ascenseurs. Donc là, on est pas sur des sociétés qui théoriquement ont un business model très risqué, mais effectivement il y a quasiment 6 ascenseurs en Chine sur 10 sur les 10 dernières années qui ont été donc en Chine, posés, fabriqués, assemblés en Chine, et c'est vrai qu'on se pose la question sur le futur. Et donc c'est vrai que tout ce segment-là qui est très important, encore une fois c'est entre 20% et 25% de la cote, et aujourd'hui a souffert fortement, et c'est vrai qu'on arrive à trouver aussi des idées value dans ce segment industriel qui historiquement sur les pays nordiques n'est pas si value que ça, parce qu'on a beaucoup de sociétés de qualité, des SKF, des Atlas Copco dans les compresseurs, SKF dans les roulements à billes, Kone, je viens d'en parler, on a ASSA ABLOY donc dans les systèmes de fermeture pour les portes, toutes ces belles sociétés-là qui sont sur des niches mondiales, avec des pricing power très importants, normalement se traitent avec des primes par rapport même au marché nordique et par rapport aux autres industriels européens. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, et c'est là où on a une opportunité aussi en plus donc dans ce marché qui est quand même value. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on pousse le fonds nordique, parce qu'il y a cette... Et en plus, moi, j'ai une approche value, donc bien sûr, là-dedans. La France, à l'opposé, c'est un peu plus compliqué, c'est plus un marché de croissance. On a tous en tête toutes ces très belles valeurs de croissance qui ont très bien fait sur les 10 dernières années. Le luxe, les L'Oréal, toutes ces sociétés-là. Les sociétés, évidemment, Dassault Systèmes. Les stars de la croissance, de la côte française. La côte française. Et c'est vrai que ces sociétés-là, et ce n'est pas un affront à leur qualité ou quoi que ce soit, mais sont techniquement impactées boursièrement par la hausse des taux, puisque une société de croissance, basiquement, vous actualisez donc en utilisant donc le taux sans risque, donc ce taux qui nous monte tous les jours, les flux futurs, et donc c'est comme ça que vous les valorisez. Donc quand votre taux évidemment il augmente, la valorisation d'aujourd'hui de la croissance future elle est plus faible. Bon, c'est mécanique. Donc c'est vrai que ces sociétés-là elles sont très touchées, alors que les sociétés value, vous regardez le dividende, vous regardez un multiple de fonds propres, d'actifs, voilà des éléments qui sont peu impactés, moins impacté en tout cas par l'augmentation des taux longs. Et c'est vrai que ce marché-là, alors pour le coup, d'une manière globale, il a pas fait pire, on va dire, que d'autres marchés européens. Je pense qu'il y a encore un prisme important chez les gérants croissance, et qu'ils utilisent les creux de marché pour repondérer de la croissance. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit. Hermès et le luxe qui tirent la cote parisienne et qui ramène le CAC à 6000. Voilà. Après, encore une fois, est-ce que cela est soutenable dans une perspective à moyen terme où
l'inflation s'installe, ce qui est plutôt ce qu'on voit. Alors certainement, on ne va pas rester à plus de 10%, mais même si on a une inflation entre 4 et 5%, l'idée, c'est que par exemple, quand on regarde aux US, pour donner un comparable, c'est que les taux longs se stabilisent aux US sur le 10 ans américain autour de 6%. Ouais, donc si on se stabilise autour de 6%, en Europe, c'est un peu plus compliqué, mais clairement, on se stabilisera au-dessus de ce qu'on est aujourd'hui. Eh bien, ça va être compliqué, on va dire, pour ces sociétés-là de continuer, en tout cas boursièrement, je ne parle pas de leur performance opérationnelle, mais boursièrement, de continuer à performer. Ça veut dire qu'il y a un rebalancement qui n'est pas terminé. On est encore accroché à ces histoires de croissance qui ont fait effectivement la performance des dernières années. Pour reprendre l'exemple américain, donc le marché américain, pourquoi il est encore à 17 fois et il n'est pas à ces 14 fois, donc, qui était le niveau donc, de 2001, parce que vous avez encore une partie de la tech américaine. Et en particulier la tech qui gagne de l'argent. La tech qui gagne de l'argent, les Microsoft, les Apple, les Netflix, toutes ces sociétés-là ont évidemment pâti de la consolidation de marché, mais beaucoup moins. Il y a des chutes spectaculaires quand même, déjà. Mais... il y a des choses spectaculaires dans la tech américaine, surtout quand vous ne gagnez pas d'argent. Je on suis appelle les concept stocks, les Lucid et autres sociétés qui rentrent avec des business models pas encore vraiment, on va dire, éprouvés. Ces sociétés-là, effectivement, ont vu leur cours baisser de 50, 60, 70%. Mais il y a encore une prime pour les GAFAM, pour les blue chip tech. Pour les blue chip tech américaines. Et ces blue chip tech américaines, elles sont touchées de la même manière que nos sociétés de luxe françaises ou de croissance française par cette remontée des taux longs. Et on devrait voir une contraction de leurs multiples. Encore une fois, je ne parle pas de la dynamique de résultat qui peut rester bien orientée, mais la multiple devrait continuer à se contracter. Et ce qui devrait nous créer... on va dire, l'opportunité ultime d'entrer sur les marchés, c'est-à-dire une consolidation nouvelle du marché américain tirée par ces sociétés-là. Et là, ce sera vraiment le moment d'y aller. Mais c'est vrai que l'Europe en dollars, vous êtes à moins 35. Ça, vous ne pouvez pas ne pas regarder l'Europe aujourd'hui comme un vivier d'opportunités. En absolu, en relatif, avec une décote historique même de l'Europe par rapport aux États-Unis en termes de multiples de valorisation. C'est une décote de plus de 30%, je crois. C'est même pire que ce qu'on a pu voir en termes d'écart au moment de la grande crise financière. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Bertrand, merci d'avoir fait le point avec nous sur les actions européennes et en particulier les actions françaises et nordiques, puisque vous gérez les stratégies actions françaises et nordiques chez Fidelity. Bertrand Puif, gérant actions chez Fidelity, qui était l'invité de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart.